quelques jours, quelques petits jours avant le 31 pour inverser la tendance. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs ou se retrouver en septembre avec à la place de nos programmes cela. Notre modèle économique, garant de notre liberté, est difficile et exigeant parce que sans votre aide à tous, tout s'arrête. Mais tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est notre certitude et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, aidez TVL, mobilisez-vous, mobilisez vos proches, aidez TVL parce que forcément, la liberté a un prix. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de François Bousquet. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergeron. François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie, 11 rue de Médicis à Paris. Vous êtes également présent sur TV Liberté dans les émissions Le Plus d'Éléments cette année-là. Et vous publiez cet ouvrage dans les éditions de la nouvelle librairie, Alain de Benoît, un demi-siècle de nouvelle droite à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors, du philosophe Alain de Benoît, parlons-en. Vous dites qu'il est un ovni d'abord dans son parcours. Quel est justement le parcours d'Alain de Benoît? Le parcours, il est inhabituel pour un mandarin, pour un intellectuel. Il n'est pas passé par la case universitaire. Enfin, il a fait quelques années de droit en enseignement supérieur, mais c'est tout. Donc, ovni, parce que inclassable, lui qui aime beaucoup classer, il est d'abord inclassable, hors norme, hors cadre, difficilement situable, savoir encyclopédique, un périmètre de curiosité qui semble énorme, à la mesure de sa bibliothèque, dont TV Liberté a diffusé un magnifique documentaire, Le Chêne et l'Écluse, 100 000 bouquins, il y a 100 000 bouquins, c'est une des plus grandes bibliothèques privées d'Europe, peut-être la plus grande, en tout cas de chercheurs. Tout ça le fait pas rentrer, c'est la case vide du tableau de Mendeleïev. Il y a une case vide que Alain de Benoît occupe. C'est ce qui me fait dire qu'il est le premier parmi ses pairs intellectuels à cause de cette place singulière, iconoclaste qu'il occupe dans le champ intellectuel français. Comment vous vous êtes rencontré avec Alain de Benoît? Est-ce que ça a fait tilt tout de suite? Tout de suite, oui, on peut le dire. J'étais à l'époque éditeur aux éditions L'Âge d'Homme, qui avait son siège parisien dans le 6e, place Saint-Sulpice. Et il est venu avec un livre, là aussi, qui est un ovni dans sa bibliographie, parce que c'est un livre très personnel, sûrement un de ses livres les plus personnels avec l'exil intérieur. C'était Dernière année. Et il me l'a confié. Donc j'ai été le premier lecteur de ce livre-là au sein des éditions L'Âge d'Homme. Ça a été un coup de cœur immédiat parce que sa personnalité s'y révélait en creux. C'est un personnage plein de pudeur, donc il en dit toujours moins que plus, mais il n'empêche. Il apparaissait comme une ombre. Et le personnage m'a séduit, et après j'ai découvert l'œuvre, et après nous sommes devenus amis, et après je suis devenu un rédacteur régulier d'Éléments, donc en l'occurrence journaliste, avant de prendre la tête de la rédaction d'Éléments, il y a quelques années de cela. Donc oui, c'est une amitié au long cours. Je crois que l'aventure de la Nouvelle Droite est d'abord, parce que c'est la Nouvelle Droite dont on parle et dont Alain de Benoît est le chef de file, est d'abord une aventure amicale. De Benoît a l'habitude de dire qu'il y a deux types de relations, verticales et horizontales. Verticale, c'est souvent la famille. Horizontale, c'est souvent les amis. Pour ce qui le concerne et pour ce qui me concerne, oui, c'est l'amitié, le coup de cœur. C'est un personnage qui a été beaucoup décrié, donc une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là, c'est pour essayer de rétablir, de remettre Alain de Benoît à l'endroit. Un de ses plus grands livres, c'est Les idées à l'endroit. C'est devenu une émission sur TV Liberté. Donc remettre Alain de Benoît à l'endroit dans une époque qui est de plus en plus tordue, de plus en plus à l'envers, par sentiment de justice et pour restaurer une forme d'équilibre et remettre de Benoît quasi à la première place des intellectuels dans le paysage français depuis une 50aine d'années. Un intellectuel plus de l'écrit que de l'oral, Alain de Benoît? Il est beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, oui, ça il en convient régulièrement, encore qu'il a animé pendant quelques années sur TV Liberté, donc Les idées à l'endroit, qu'il est souvent intervenu dans des colloques, dans des conférences, mais de fait, oui, c'est un amoureux du livre, c'est un amoureux de la chose écrite, nous le sommes tous plus ou moins, mais peut-être que lui il a un peu plus que nous, puisque sa passion s'est traduite par cet empilement, quasiment de la compilation, une collectionnite suraiguë qui s'apparente avec des formes de fétichisme autour du livre, de ce parallépipède qui est le livre. Donc d'abord l'écrit, avant tout l'écrit.
Vous qualifiez Alain de Benoist d'intellectuel engagé. Quel risque a-t-il pris dans sa vie, dans sa carrière d'intellectuel ? Alors, il a pris des risques comme militant et activiste dans les années 60, mais c'est autre chose. C'était avec François d'Orcival, à l'époque de la Fédération des étudiants nationalistes, et surtout avec cette personnalité exceptionnelle que fut Dominique Vénère, à travers l'aventure d'Europe Action, c'est les années 1960 jusqu'à 1976, sauf erreur de ma part. Là, ce sont des risques physiques, mais également des risques sociaux que vous prenez en tant que militant dans un univers politique qui vous est hostile. Quels sont les risques qu'il a pris en tant qu'intellectuel ? Tous les risques, je crois. À commencer par celui de la mort médiatique et de la mort sociale. Il a été tué médiatiquement parlant et socialement parlant à plusieurs reprises. Si vous voulez bien vous souvenir des polémiques qui ont entouré la Nouvelle Droite sur 30 à 40 ans d'histoire, la polémique de 1979 qu'il a emportée et qui va se clôturer par l'attentat de la rue Copernic, donc qu'on imputera à la Nouvelle Droite, évidemment à tort, on le savait d'emblée. Première mort sociale, après il y a le complot rouge-brun. Dès qu'on a pu le tuer socialement et médiatiquement, on l'a mis à mort. Et qu'est-ce qu'on lui reprochait ? On lui reprochait d'être un ennemi du système. Donc, raison pour laquelle on le catégorise sous ce syntagme infamant et stigmatisant, avec toutes les guillemets d'usage, qui est l'extrême droite. C'est le dernier bouquin de Mathieu Bock-Côté sur le... Ami du système, mais d'extrême droite ? Ah non, il n'est pas ami du système, justement. C'est le système qui, très précisément, nous cornérise. Le système a 2 à 3 recours pour nous tuer socialement. L'invisibilisation, c'est la conjuration du silence. La diabolisation, donc c'est la conjuration de la malveillance, de la démonisation, ce qu'on a fait avec Alain de Benoist. Et pour ce qui est des électeurs de Marine Le Pen, mais là, je parle d'autre chose, et de Donald Trump, c'est l'infériorisation. Ce sont des abrutis, en gros. Donc oui, de Benoist, en tant qu'adversaire du système, sinon même ennemi, c'est comme ça qu'il est perçu, a été à plusieurs reprises détruit. Donc il a survécu à ces morts sociales, mais de fait, il a pris beaucoup de risques. La plupart des intellectuels ne prennent pas de risques. Sinon, de publier une tribune dans Le Monde, où est le risque il ne travaille pas au CNRS, quoi. Non, voilà, de fait, de tout l'appareil d'État, tout l'appareil institutionnel, quel qu'il soit, c'est-à-dire la culture, la télévision, le CNRS que vous évoquiez, encore qu'il y aurait toute sa place, comme au Collège de France, du reste. Mais il est inconcevable qu'un tel personnage puisse être élu par ses pairs au Collège de France. Ça n'est pas possible dans l'univers mental, idéologique qui est le nôtre, de même qu'il soit à la tête de Radio France ou de France Culture. C'est inconcevable. Donc les risques me semblent évidents. Je crois que le seul média, la seule émission de grand public où j'avais vu Alain de Benoist pour la dernière fois, c'était dans l'émission Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei. C'était il y a au moins 10 ans. Tadei l'a invité après sur RT, mais Tadei est vraiment un personnage à part dans l'univers médiatique. D'abord, c'est lui-même un intellectuel, plutôt de gauche, mais qui n'ostracise pas. Moi, il m'a régulièrement invité, Tadei. Il nous a régulièrement invités, je crois qu'il nous connaît bien, sans partager nos idées, la question n'est pas là, mais il fait vivre le débat et la controverse, ce qu'on attend d'un journaliste dans l'univers des idées. Parmi les philosophes politiques de son temps, on peut citer Régis Debray, Edgar Morin, Marcel Gauchet, Jean-Claude Michéa. Qu'est-ce qui fait sa particularité parmi ces gens-là ? Il leur ressemble étrangement. Pour certains d'entre eux, je pense au plus ancien, Régis Debray, c'est la même génération, donc ça veut dire que depuis un demi-siècle, ce sont des têtes d'affiche intellectuelles. Gauchet aussi n'est pas loin d'y avoir le même âge qu'Alain de Benoist, 80 ans. Morin est centenaire, donc Morin c'est encore plus, il était encore antérieur. Je crois que c'est un père. Tous des hommes plutôt de gauche. Debray, Morin, Gauchet, Michéa. Alors moi je nuancerais ça. Je pense que la survie sociale de Régis Debray et de Marcel Gauchet, et j'ajouterais également Alain Finkielkraut, c'est de continuer à se dire de gauche alors qu'ils ne sont plus de gauche depuis très 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 longtemps. Ils le savent dans le secret des urnes, mais il suffit de les lire pour savoir qu'ils ne sont plus de gauche. Mais stratégiquement... Michel Onfray par exemple continue à dire qu'il est de gauche. Certains lui disent mais non, vous n'êtes pas de gauche. Alors Michel Onfray, j'en parlerai juste après. Il a une singularité par rapport au personnage qu'on vient d'invoquer, comme Alain de Benoist. Là, ce sont des intellectuels. C'est ce qu'est Alain de Benoist. Mais Alain de Benoist est non seulement un intellectuel, mais il a créé un courant de pensée, lui et quelques autres. Donc c'est à la fois, c'est ce qu'il me fait dire, c'est à la fois un intellectuel individuel et un intellectuel organique, un intellectuel collectif. Ce que ne sont pas les gens que vous avez cités, Gauchet, Debray, etc. Debray, certes, il y a la médiologie, mais c'est une aventure éphémère qu'on ne pourra aucun cas comparer à la Nouvelle Droite, qui est une aventure qui s'inscrit dans le demi-siècle et qui a un rayonnement intellectuel qui me semble très supérieur à l'aventure, à l'épisode médiologique, n'en déplaise aux aficionados de Régis Debray. Donc ce qui le distingue et qui le démarque, c'est qu'il est
individuel et collectif. Le seul à qui on peut le comparer et qui prend tous les risques, à la différence, moi me semble-t-il. J'écarte Finkielkraut, mais de Régis Debray, qui me semble parfois très prudent. Moi, quand je pense à Régis Debray, je pense toujours au mot de Charles Péguy sur Emmanuel Kant. Je le rappelle aux éditeurs et téléspectateurs. Voilà, le mot, eh bien, c'est que le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Voilà, le Régis Debrayisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Parce qu'il n'ose pas franchir le Rubicon. Rubicon qu'a franchi Michel Onfray allègrement, ce qui le rend assez libre. On peut contester ses positions, mais ne pas lui concéder que désormais il s'est affranchi du système me semble difficile. Et Onfray a cette particularité, c'est qu'il a créé l'université populaire. Donc lui, comme de Benoît, a cherché à élargir son cercle de curiosité, son périmètre de curiosité, en s'adressant au grand public. Donc c'est les deux. Moi, je crois qu'Onfray et de Benoît, il y a beaucoup de points communs. D'abord leur intérêt pour Jésus, pour le critiquer, mais c'est ainsi. Après on peut en débattre. Il est souvent intervenu dans Éléments et je trouve que depuis 10 ans il a accompagné notre développement. Donc oui, de Benoît est un cas à part. Moi, primus inter pares, premier parmi ses pairs. Peut-être que Onfray rentre dans cette catégorie-là. Qui sont les intellectuels de référence d'Alain de Benoît, ceux qui l'ont influencé au plus profond de lui-même? Alors, difficile de répondre à cette question, parce que c'est l'homme de 100 000 livres de Benoît. Il les a pas tous lus, de fait. C'est aussi parallèlement un auteur sans biographie. Il n'a pas mis en avant sa vie, il a écrit ses mémoires, mais ce sont des mémoires intellectuelles, mémoires vives. Donc l'essentiel de sa vie s'est déroulé dans son cabinet. Et dans sa bibliothèque. Donc peut-être que le vrai portrait d'Alain de Benoît, ce sont les livres qu'il a lus, parmi ces 100 000 livres, qui permettraient de dégager le portrait robot ou l'hologramme d'Alain de Benoît. Je le crois, fondamentalement. Je pense que pour rentrer dans son œuvre, il faut quasiment avoir lu non seulement ce qu'il a publié, mais également ce qu'il a lu, les grands auteurs qu'il a lus. Alors quels sont-ils, ces grands auteurs? Difficile. Peut-être les auteurs qu'il aime le plus lire. Alors, eh bien, étonnant. Quitte à vous surprendre. Alors, il y a Michéa, bien sûr, parmi les contemporains. C'est un auteur dans lequel il s'est retrouvé. Michéa me fait penser au mot de Jean-Paul Bessé qui disait comment cesser d'être progressiste sans devenir réactionnaire. Et de Benoît, c'est l'inverse. Comment cesser d'être réactionnaire sans devenir progressiste, si vous me permettez. Donc, il y a une convergence entre les deux, indiscutablement. Mais quitte à surprendre, moi, il aime beaucoup des auteurs comme Druy-La Rochelle, Henri de Monterland. Mais de fait, je trouve qu'il cite beaucoup plus souvent Bernanos. Georges Bernanos parmi les auteurs français, mais sinon c'est Heidegger, c'est Louis Dumont. Louis Dumont est le grand théoricien de l'avènement de l'individualisme en Europe, qui est une de nos spécificités. C'est Nietzsche, c'est la révolution conservatrice allemande qui a une importance considérable pour elle. Pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, il suffit de penser chez nous en France aux antimodernes. Il y a un gros parallélisme à faire entre les antimodernes, qui ont été théorisés par Antoine Compagnon, qui est professeur au Collège de France. Ça va de Joseph de Maistre à Roland Barthes. Il en a fait un livre, les anciens. Il en a fait un livre qui est remarquable, passionnant, et qui dégage, je pense, une partie du caractère et du tempérament français. Eh bien, outre-Rhin, cette révolution des antimodernes, c'est plutôt la révolution, ce qu'on appelait la révolution conservatrice, dont l'auteur phare est Ernst Jünger, l'auteur d'Orage d'acier, qui est le titre qui nous a inspiré pour l'émission qu'on présente sous le pavillon de TV Liberté, Les Orages de papier. Et c'est Ernst Jünger, le grand auteur de la Révolution conservatrice. Mais de Benoît, je vous le redis, il y a 100 000 livres, c'est vraiment l'ovni. Il est très difficile de synthétiser, de condenser ces 100 000 livres. C'est des centres d'intérêt très très larges, les Indo-Européens, l'Antiquité gréco-latine, la vie de Jésus, sur lequel il y a une biographie vertigineuse, Carl Schmitt, grand auteur de la Révolution conservatrice, Nietzsche, Heidegger, les Celtes, l'économie, c'est la psychologie. Donc il faudrait... moi je renvoie les spectateurs avec le documentaire que vous avez produit et diffusé il y a quelques jours, Le Chêne et l'Enclume, que je trouve superbe, pour voir ce continent. Et l'Écluse. Politiquement, vous le dites, dans une interview récente, la droite classique, elle est tournée vers les États-Unis, la gauche, elle est plutôt tournée vers l'Afrique. Son théâtre d'opération, Alain de Benoît, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui se joue pour lui sur notre continent? Alors c'est l'héritage très largement de Dominique Vénère. Et quand Dominique Vénère lance Europe Action, il essaye d'imaginer un nationalisme européen qui est difficile à accoucher, qui est sinon impossible à accoucher. C'est en tout cas l'aveu que fera Dominique Vénère. Mais il n'empêche, il y a d'emblée chez Dominique Vénère et puis chez Alain de Benoît une projection dans le théâtre des opérations européens, parce que c'est un Français, c'est un Européen de langue française, c'est un Français, mais moi je dis que c'est un gallo-européen, pour reprendre l'image de Régis Debray sur les Galloricains, parce qu'il y a une unité de civilisation. Je crois qu'il est un des premiers à en avoir parlé, avec Dominique Vénère, d'avoir parlé de l'idée qu'il y a un bloc civilisationnel européen
qui nous lie depuis 1500 ans, 2000, 2500 ans. Donc c'est vraiment l'espace géographique, l'espace mental, spirituel, dans lequel la nouvelle droite s'est déployée depuis un demi-siècle, à telle enseigne que je crois qu'on est le seul courant de pensée à avoir donné naissance à ce qu'on appelait jadis dans les monastères à des sœurs. On a l'AND a des sœurs en Italie, en Allemagne, dans les Flandres, en Espagne, jusqu'en Amérique latine, certes, mais c'est par le canal espagnol jusqu'en Russie. Donc c'est constitutif de notre façon d'envisager les choses, ce qui fait que de Benoît, c'est un intellectuel en tant que tel, en soi, un intellectuel collectif, mais aussi, je pense, un intellectuel européen. Comment vous expliquez justement que l'Europe soit autant boudée par les intellectuels contemporains ? Parce qu'ils sont souvent autocentrés. Il y a, quoi qu'il arrive, il y a, et malheureusement, une forme de parisianisme qu'on n'observe pas chez un Michéa, parce qu'il est vraiment à la marge, qu'on n'observe pas chez des commentateurs type Sainte-Marie ou Christophe Guilluy. Mais oui, il y a toujours une dimension germano-pratine. Il suffit de regarder les auteurs publiés par Grasset. La famille Antoven, père et fils, et Bernard-Henri Lévy, c'est la rue des Saints-Pères. On est vraiment au cœur de ce faubourg Saint-Germain qui est une plaie pour nous, puisqu'on a l'impression que c'est Paris et le désert français, donc on n'en sort pas. Je pense que c'est à tort. La formule, vous savez, nul n'est prophète en son pays. On peut vérifier ou pas, d'ailleurs, je crois que ça s'applique pas à de Benoît. Certes, il n'est pas prophète en France, mais vous n'imaginez pas le nombre de lecteurs qu'il a à l'étranger. Dans les rues en Italie, je dis pas que c'est une star, mais enfin, il est arrêté par les gens. Donc, si nul n'est prophète en son pays, ce qui est la vérité pour Alain de Benoît, on peut pas le dire. Il a été prophète en son continent. Donc, en Europe, il est vraiment le prophète de notre civilisation, si je puis dire. Et il est très tourné vers les idées politiques en Allemagne, les idées en général. Oui. Qu'est-ce qui l'attire à ce point en Allemagne ? Moi aussi, je donnais le cas des antimodernes. J'adore lire de Maistre. J'aime beaucoup Bonald, qui ne rentre pas dans la catégorie d'Antoine Compagnon. Baudelaire aussi, tous les gens qui énumèrent. Mais de fait, oui, je préfère les grands auteurs de la Révolution conservatrice, parce qu'il y a... Ils ont transmué les orages d'acier en orages littéraires, en orages philosophiques. Le Travailleur de Junger, qu'on le veuille ou non, Junger va le répudier. Mais quand vous lisez Le Travailleur, c'est comme si vous receviez un coup de marteau de la part de Vulcain. Pourquoi ? Parce que il y a une énergie, l'énergie française, l'énergie espagnole du siècle d'or, l'énergie française du grand siècle. C'est déplacé en Allemagne, en Russie. En Russie, on peut dire la même chose des Russes. C'est parce que ça a été l'instant où leur civilisation, aux uns et aux autres, allemands, parce qu'on les évoque, mais russes, où a produit une efflorescence de génie invraisemblable. Mais on a eu la même chose. Je veux dire, simplement, c'est le grand siècle. Ou le 19e pour Balzac. Pourquoi Hugo. Tout ça c'est derrière nous, pour les Russes, pour les Français, pour les Allemands ? Qu'est-ce qui chasse ? Réveillons-nous, parce qu'on est accablé par un mal. Ce mal, c'est le nihilisme, ce mal, c'est la décadence, ce mal, c'est la haine de soi, c'est la destruction progressive de tout ça. Ça vient de nous ou ça nous est inspiré par d'autres ? Et l'un et l'autre. Il faut à la fois un virus et il faut également un sujet affaibli, ce qui est notre cas. Qui n'a pas d'immunodéficience, si vous préférez. Il faut à la fois un virus pour recourir à une image, l'image du Covid, mais le Covid, on s'en moque du Covid. On sait à quelle farce on a assisté. Mais pour reprendre simplement l'image, il faut un virus et un sujet immunodéficient. Le virus, c'est le wokisme aujourd'hui, mais hier c'était le politiquement correct, c'était la pensée unique, c'était le puritanisme. C'est le même virus sous des masques différents, il est protéiforme en apparence, mais c'est le même mal. Qui s'attaque au christianisme européen, à la sagesse européenne. À l'univers mental des Européens, mais cet univers mental, il est immunodéficient. Parce qu'il a traversé, pour reprendre l'image de Ernst Nolte et de Mélie Vénère, la grande guerre civile européenne, qui a épuisé notre continent. Donc nous devons reconstruire sur des ruines. Ah oui, de fait, sur des ruines, c'est sur quoi nous employons à la Nouvelle Droite, avec Alain de Benoît, à Éléments, essayer de construire une alternative, de déconstruire les déconstructeurs, dans un premier temps, parce que c'est un prérequis. Et les déconstructeurs se déconstruisent eux-mêmes ? Oui, mais en même temps, ils nous accablent. Oui, vous avez raison, ils se suicident. À la fin, ils se suicident. Ils se tirent une balle dans le pied, mais avant, ils nous auront tiré une balle dans le dos. Donc, il faut tout faire, précisément, pour
pour les attaquer, pour les analyser, les critiquer, mais les critiquer sur le fond, les renvoyer à leurs contradictions, et puis nous, essayer de produire des anticorps pour poursuivre cette image épidémiologique. Et je crois, oui, que nous sommes malades. Moi, j'ai toujours été frappé par un livre de Renaud Camus, dont nous sommes l'éditeur à la Nouvelle Librairie, qui est la seconde carrière d'Adolf Hitler. Il faut le lire. On dit que Camus est antisémite. Camus est philosémite, la question se pose même pas, et c'est clair dans ce livre-là. Mais qui montre que la carrière d'Adolf Hitler, après sa mort, est plus importante, presque, que de son vivant. C'est que c'est comme un soleil noir, comme un spectre qui accable les peuples d'Europe. Donc c'est ça dont il faut, c'est cette langueur, c'est cette fatigue, cette maladie de civilisation, dont il faut nous extirper, nous guérir pour redevenir ce que nous avons toujours été. Je n'ose dire une avant-garde, mais enfin de fait, nous avons été une avant-garde continentale. La Nouvelle Droite, vous l'avez évoqué, Alain de Benoist en est le fondateur. Quelle est sa tournure d'esprit et dans quel contexte politico-économique est-elle née ? Elle est née dans le contexte des années 1960, 1970, pardon, plutôt, puisqu'il faut attendre 1967. Le GRES, qui est la maison mère, la matrice, le groupement de recherche et d'études sur la situation européenne, donc on voit avec l'acronyme GRES, comme la Grèce, qui va devenir la Nouvelle Droite, parce que c'est ainsi qu'elle sera baptisée par ses adversaires politiques de gauche. Les années 70, c'est à ce moment-là qu'elle prend naissance. Il y a plusieurs âges au sein de notre famille de pensée. C'est un âge, pour nous, les années 70, c'est celui de la jeunesse. C'est un âge assez nietzschéen, assez vitaliste, assez biologisant. Rappelez-vous, l'époque, la biologie était un gros mot. Alors certes, il ne faut pas se focaliser et tout réduire à la biologie, ce que nous ne faisons plus. Mais fut un temps où il fallait la remettre à l'ordre du jour, ce que nous avons fait les 70. Alors comment définir notre courant de pensée ? D'abord, c'était un courant de pensée qui était vu de droite, et puis peu à peu, Alain de Benoist, comme je disais, le mot de Jean-Paul Bessé, comment cesser d'être réactionnaire sans devenir progressiste, a pris du champ, du recul, s'est intéressé à la gauche, et a appris à emprunter le meilleur à ces deux traditions, de gauche et de droite, en particulier une gauche socialiste, donc anti-progressiste, qui nous ramène au XIXe siècle, et puis une droite, celle de l'Ancien Régime, le rêve de Benoist, du reste politiquement, alors ça va peut-être heurter certains spectateurs et téléspectateurs, en 2017 en tout cas, parce que désormais il a beaucoup changé depuis, c'est que Marine Le Pen soit élue présidente de la République et que Jean-Luc Mélenchon soit son Premier ministre. C'est invraisemblable comme scénario, surtout avec l'évolution de Mélenchon après 2017, son islamisation, etc. Mais en 2017, c'était concevable. Le premier point de la critique de la Nouvelle Droite porte vraiment sur la religion de notre temps. C'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire la philosophie de l'individu, c'est-à-dire la philosophie libérale. L'ennemi principal, pour le dire, et moi je l'adresse en particulier aux libéraux conservateurs, c'est la cohérence idéologique du libéralisme qui entraîne les maladies de civilisation que j'évoquais tout à l'heure et qui nous accablent, relève à beaucoup d'égards de cette philosophie individualiste libérale. On avait interviewé d'ailleurs Alain de Benoist sur son ouvrage génial « Contre le libéralisme, la société n'est pas un marché ». Il disait de cette idéologie qu'elle est avant tout une erreur anthropologique. Oui, il le dit avec un théologien anglican qui s'appelle John Milbank, qui est publié par Desclés de Brouwer en France. Oui, c'est une erreur anthropologique, puisque de toute évidence, l'homme ne fonctionne pas de la manière dont la philosophie libérale dit qu'il fonctionne. Si moi je m'en tiens à cette philosophie-là, eh bien je suis mu principalement par mes intérêts, par un calcul d'intérêt, par un calcul utilitariste, ce qui n'est manifestement pas le cas, même au travail. Du reste, au travail, je ne fais pas que maximiser mon intérêt, je m'intéresse à ce collectif qui est une société, plus largement au collectif qui est une communauté. Comment voulez-vous expliquer la nature du don et du contre-don qui se déploie dans les univers amicaux, associatifs, familiaux, en recourant à la philosophie du libéralisme? Ça ne tient pas. C'est une philosophie de l'agent rationnel. Or, de fait, moi je reprends le mot de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ignore. Ça vaut pour la rationalité. La rationalité a des raisons que la rationalité ignore. Nous sommes beaucoup plus grands que ce à quoi nous réduit ce réductionnisme libéral. Le mot magnifique, je trouve, le 11e commandement détourné par Dany Robert Dufour, qui a beaucoup travaillé sur cette philosophie libérale, c'est que c'est plus aime ton prochain, aujourd'hui c'est baise ton prochain.
Alors évidemment, les libéraux conservateurs ne veulent pas l'admettre parce qu'ils pensent qu'il y a un bon libéralisme, comme il y a un bon cholestérol, comme il y a des bons champignons et des bons cucurbitacés. Oui, certes, non. Oui, certes, la somme des intérêts individuels déboucherait sur un bien collectif. Alors déjà, là, ça c'est contestable. C'est pour ça que c'est une erreur anthropologique. Comment des vices individuels pourraient se transformer en vertu collective? C'est presque la théorie du gène égoïste. Comment des gènes égoïstes, elle ne tient pas à cette théorie, peuvent produire, c'est la main invisible. La main invisible fonctionne là-dessus. Comment l'avarice, comment le désir sans limite, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est du désir sans limite. Donc individuellement, c'était les 7 péchés capitaux. Comment les 7 péchés capitaux peuvent se transformer, comment le vice, donc en l'occurrence, peut se transformer en vertu. C'est le tour de passe-passe qui relève de la magie ou de la chimie, du libéralisme. Mais simplement, je disais que ça, les libéraux conservateurs ne veulent pas l'admettre. Ils veulent concevoir qu'il y a un bon libéralisme. Et ils préemptent ce mot libéralisme en disant que c'est nous qui sommes porteurs des libertés. Non, il y a eu des libertés avant le libéralisme. Les libertés médiévales étaient fantastiques. C'était des libertés au pluriel, des libertés concrètes, qui ne relevaient pas du tout de la sphère du libéralisme. On peut très bien imaginer demain des formes de liberté qui ne relèvent pas du libéralisme. Donc on n'a pas besoin du libéralisme pour être libre. On l'était avant lui, on le sera après lui. Donc c'est ce que je voudrais dire aux libéraux conservateurs, c'est que il y a une cohérence philosophique, c'est ce que montre Michéa. Une androgynie philosophique entre le libéralisme économique, qui est plutôt défendu par la droite, et le libéralisme sociétal, qui est plutôt défendu par la gauche. Les deux convergent. Ils convergent à travers la figure de Macron en France. On n'a pas besoin de Macron pour l'illustrer. Mais il y a vraiment une unité philosophique fondamentale des deux libéralismes. Si on ne veut pas l'admettre, c'est que on s'enfonce dans les contradictions culturelles qui finiront par se retourner contre ceux qui se réclament du libéralisme, en voyant une société de plus en plus déclinée, de recourir aux drogues, à toutes les formes possibles et imaginables de suicide, d'anomie sociale, de comportements destructeurs ou autodestructeurs. Au début du XXe siècle, certains syndicalistes révolutionnaires sous l'égide de Sorel et des monarchistes sous l'égide de Maurras avaient créé ce qu'on appelait le cercle Proudhon. Est-ce que vous vous revendiquez en quelque sorte du travail de ces gens-là? Ça n'a pas duré longtemps, je crois que ça s'est terminé avant la Première Guerre mondiale. Oui, alors encore que, sous le pavillon AF, ça n'a pas duré longtemps, mais un des grands initiateurs côté Action française de ce rapprochement entre le syndicalisme révolutionnaire, donc en l'occurrence Sorel que vous évoquiez, c'est Georges Valois. Valois alors, va être un des dissidents d'Action française. Oui, on s'y reconnaît, puisque De Benoît a fait plusieurs livres à rééditer. Les cahiers du Cercle Proudhon, avec une préface qui est une préface livre en réalité sur l'aventure des Cercles Proudhon. Également un livre sur Édouard Berthe, qui était le grand disciple de Georges Sorel, donc il a beaucoup écrit sur le sujet, et c'est un des soucis majeurs de la nouvelle droite, c'est de casser l'arc, le clivage de droite-gauche, et de réunir les radicaux au sens étymologique du terme, des deux rives. Alors peut-être cesser de voir le paysage politique comme une ligne, mais comme un cercle. Voilà, comme un cercle, et non pas un demi-cercle, comme la Chambre, mais un cercle. Vous avez raison, ou alors de le voir de manière verticale. C'est ce que dit aussi de Benoît dans le Moment populiste. Le clivage horizontal, c'est gauche-droite, etc. Et un clivage vertical, élite-peuple, qu'on peut imaginer. En tout cas, c'est ce à quoi nous employons dans la revue Éléments et la revue Nouvelle et la Nouvelle Droite, à œuvrer, à accoucher de nouveaux cercles Proudhon. Un petit mot peut-être sur l'Action française, si j'ai vos divergences, vos convergences. La première, moi je pense que les deux grandes aventures intellectuelles à droite, alors évidemment, vous me direz, de Benoît ne se reconnaît pas dans le clivage droite-gauche, et je viens de parler du cercle Proudhon. Mais le cercle Proudhon, c'était aussi l'Action française. En tout cas, la première, qui était la plus audacieuse politiquement. Après, je trouve que l'Action française, après-guerre, en tout cas après 14-18, va un petit peu s'embourgeoiser. Et le premier Maurras, qui était un Maurras assez proche d'Alain de Benoît, c'est un Maurras fédéraliste, provençal, Martigues bien sûr, qui chantait avec Mistral le génie. Pauvre peut-être. Alors je sais pas si c'est je crois pas qu'il avait une dimension vénale chili, j'en sais rien. Non, mais comme peut-être qu'il était jeune, il s'était pas encore embourgeoisé. Oui, alors peut-être. Je pense que ce qui nous menace, nous journalistes, nous, école de pensée, c'est ce qui menaçait Charles Péguy. Péguy l'avait dit pour les cahiers de la quinzaine, qui était sa grande aventure journalistique, dont il va en sortir beaucoup de livres de Péguy, mais c'était d'abord du journalisme, c'était une revue. C'est que de temps en temps, il faut fâcher
faut se fâcher avec une partie de ses lecteurs, de ses auditeurs, etc. pour le renouveler. Il faut pas trop se fâcher, puisqu'après on cite la branche. Et puis il y a une proximité de fait avec notre public. Hein. Mais il ne faut pas se laisser commander, c'était le reproche qu'on pouvait adresser au deuxième Maurras, hein, par les attentes de ses lecteurs. Donc ce que je parlais du fédéraliste, hein, lecteur de Mistral, du mouvement Félibrige, hein, eh bien, il va devenir ce qu'on appelait le jacobin blanc. On n'aurait pas pu imaginer le jeune Maurras devenir ce qu'il est devenu à la fin de sa vie, ce jacobin blanc. Et il n'empêche, les points de comparaison entre l'AF hein, et l'AND, donc Action française et Nouvelle Droite, hein, sont nombreux, me semble-t-il. Hein. C'est les deux écoles politiques les plus ambitieuses à droite. Hein. Ces deux écoles politiques qui se sont inscrites dans la durée à droite, hein, qui sont difficilement situables dans la lecture que nous donne René Raymond, légitimiste. Maurras, c'est aussi du positivisme. Hein. C'est difficile de raccrocher ça au légitimisme. Hein. L'orléanisme, qui est une famille qui est autant étrangère à l'Action française qu'à la Nouvelle Droite, hein, et le bonapartisme. Difficile de dire que la Nouvelle Droite est bonapartiste. Moi, je pourrais l'être, François Bousquet, je suis plutôt populiste, hein, et d'origine poujadiste. J'aime bien ce mouvement-là, mais la ND, non. Donc, les points communs sont très nombreux, surtout l'inscription dans la durée, dans le renouvellement et le dépoussiérage hein, d'un corpus d'idées qui avait tendance à se pétrifier, en tout cas à droite, à être relégué dans le passé. Donc, on a essayé de le remettre sur le devant de la scène intellectuelle. Rapidement pour terminer, François Bousquet, excusez-moi, est-ce qu'Alain de Benoît est optimiste pour l'avenir de notre pays ? Il récuse cette grille de lecture optimiste-pessimiste. Moi, je lui ai souvent demandé, cher Alain de Benoît, pourquoi es-tu, nous citoyens, n'es-tu pas plus pessimiste que ça ? Moi, à ta place, je serais Alceste. Hein. Après tout le tort et tout le mal que le système m'a fait, je serais comme Alceste, un misanthrope, hein, et j'irais me réfugier au fond des bois ou de ma campagne. Hein. Et il me dit non, avec une équanimité surprenante, hein, on continue à faire face, qu'à cela ne tienne, on continue. Ni l'un ni l'autre, de fait, on traverse un interrègne hein, qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas gratifiant pour nous, parce qu'on voit le niveau s'effondrer, je veux dire, entre autres le niveau de notre pays. Mais des jours meilleurs, on travaille, on œuvre à des jours meilleurs. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est comme Dominique Vénère, qu'il attend l'imprévu dans l'histoire. Il l'attend comme Dominique Vénère. Et là, je réponds à votre question en bottant en touche. Hein. Comme Vénère, il attend l'imprévu, mais il ne sait pas si l'imprévu sera positif pour nous. Voilà. Il sera peut-être sombre. Mais il attend l'imprévu. Alain de Benoît, à l'endroit, un demi-siècle de Nouvelle Droite, c'est sur la boutique de TVL, comme d'habitude. Merci François Bousquet. Merci Pierre.